Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury. Cette émission qui vous permet de vivre les commentaires, les analyses et l'exposition de points de vue des confrères journalistes en studio autour des sujets d'actualité. Parlant de l'actualité, ce matin ou depuis quelques jours, nous en parlons sans cesse. L'affaire donc de Tilapia qui ne cesse d'évoluer dans notre cher pays de Togo après la suspension des deux confrères journalistes par l'Observatoire togolais des médias. On apprend ou il susurre donc la destruction ce mercredi la cargaison du produit incriminé. La question est alors de savoir si avec cette destruction on est assuré que les populations n'ont pas déjà consommé ou ne consommeront pas ces produits contaminés. Nous allons également parler de l'Afrique dans sa globalité en ce qui concerne la modification des constitutions en Afrique, le cas du Rwanda qui interpelle avec Paul Kagame qui est autorisé par le Sénat à être candidat en 2017 et selon les calculs, si d'aventure ça marchait pour lui, il devra être président jusqu'en 2034 selon les analystes. En tout cas, nous allons voir ce que ça va donner tout à l'heure avec nos invités. Nous allons également parler de ce phénomène qui perturbe et inquiète les populations togolaises qui ne peuvent plus vaquer librement à leurs occupations ou qui déjà à partir de 17h sont appelés à une course rapidement pour rentrer chez soi de peur de rencontrer les hommes ni foi ni loi qui opèrent en toute quiétude avec des machettes, des gourdins et des fusils, dit-on, de fabrication artisanale. Nous allons en parler si le temps le permet. Allez prendre le vol pour la France où les réactions ne cessent de s'intensifier. Le pays de François Hollande qui a été attaqué triplement la dernière fois, a réagi en Syrie et aussi dans d'autres zones. Voilà donc un peu les grands sujets autour desquels nous allons concentrer nos échanges ce matin avec nos invités. En tout cas, les journaux seront forcément dans les kiosques, mais nous n'en avons pas reçu copie, donc nous vous laissons tranquillement suivre nos invités. Ils sont deux ce matin. Ildefonse Akpaki, il est le directeur ici sur place de l'agence togovision.com. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue et bonjour à tout le monde. Et la durée? Mais ça va. Ça va. Et chez toi? Ah, on remercie Dieu. C'est lui qui fait, mais il ne défait pas. Et donc on ne peut que respecter sa volonté en tout instant. Ça fait plaisir de te revoir. En tout cas. Idem pour moi aussi. Et notre second invité, c'est sa première donc apparition autour du plateau de votre émission Grand Jury. Il nous vient donc du journal Le Patriote, qui est également dans les kiosques ce matin. Léon Djoungourg, voilà. Vous allez comprendre que c'est un peu, non, je ne sais pas si c'est allemand ou bien c'est russe, mais pas du tout. Merci Rodrigue, merci de m'avoir convié déjà. Je suis bien togolais, 100%. Voilà. Très bien, et bienvenue au plateau de l'émission. Merci une fois encore, merci surtout de m'avoir convié à ce panel d'échange. Et comment se porte le journal Le Patriote? Très bien, je dirais même plus que bien, parce que nous sommes dans les kiosques aujourd'hui avec des sujets très intéressants. Et j'invite, voilà, nous parlons déjà de la réaction de Abbas Kaboa, qui aujourd'hui s'insurge ou se lève contre ses amis d'antan, ses amis d'hier, qui sont notamment le regroupement au sein du CAP 2015. Nous parlons également de l'éco-développement. Nous parlons de l'éco-développement en disant ce qu'il faudrait pour que les États-Unis d'Afrique puissent effectivement naître, puisque aujourd'hui nous avons des syndicats, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, des syndicats de chefs d'État, des syndicats qui se retrouvent dans différentes organisations, mais en réalité qui ne contribuent pas vraiment à l'émergence de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous savons que ce n'est que ça l'enjeu majeur au plan international. Nous avons bien d'autres sujets. Nous sommes revenus sur la réaction dans le monde sportif togolais et international même d'Adebayor, que d'aucuns ont traité de tous les mots lors de sa sortie au stade de Kégué pour monter un peu ses camarades joueurs qui défendaient les couleurs nationales. Donc nous sommes revenus sur ça, nous avons retranscrit les vrais propos de ce dernier que des gens d'une manière ou d'une autre ont travesti, etc., etc. Il y a plein d'autres sujets très intéressants dans le journal et j'invite tous les lecteurs à y jeter un coup d'œil. Voilà, merci donc à tous les lecteurs qui voudraient bien aller dans les kiosques se procurer le journal. C'est au prix de 250 francs
CFA. Donc rapidement, notre pays vit depuis quelque temps l'événement que d'aucuns qualifient de Tilapia Gate, à lire donc à la une de la plupart des journaux qui paraissent ces derniers temps dans les presses. Et puis, on nous informe actuellement que le doyen, donc Raphaël Holonou Tomega, qui est aussi cité dans cette affaire de Tilapia Gate, serait face à la presse actuellement à la maison de la presse. En tout cas, c'est l'information qui nous est envoyée un confrère que nous remercions au passage pour cette information. Nous allons voir ce qu'il a à dire, mais retenons tout simplement que Ildefonse Akpaki, cette affaire de Tilapia contaminée, poursuit son bonhomme de chemin avec deux confrères qui ont été sanctionnés par l'OTM. On nous apprend, hier, nous avons appris que le plaignant Yuri Gagou serait face à la presse, ce qui n'a pas été le cas. La conférence de presse annoncée a été avortée à la dernière minute. Et ce matin, selon nos informations, Raphaël Holonou Tomega, qui est cité dans cette affaire, on nous annonce qu'il serait lui aussi face à la presse. Aujourd'hui, doit-on dire que l'insécurité sur la voie publique ou sur les ruelles dans les petits coins de la capitale se mêle à l'insécurité alimentaire? Je voudrais, avant d'aborder ce sujet, saluer les confrères de l'Alternative. Je voudrais tirer chapeau à toute la rédaction du journal Alternative et en particulier son directeur, M. Ferdinand Aïté, et toute cette équipe qui a fait un bon boulot d'investigation et qui nous a livré un travail qui aujourd'hui fait le chou gras de tous les journaux et qui alimente d'ailleurs toutes les supputations au sein de l'opinion publique. Je voudrais ensuite faire remarquer que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, hier, M. Yuri Gagou devait faire face à la presse. Contre toute attente, la conférence de presse a été ajournée. Mais ce que nous avons appris à travers les réseaux sociaux, à travers des sonorités, parce que c'est des sons que nous avons entendus, M. Gagou a proféré des menaces de mort à l'endroit de M. Ferdinand Aïté, comme quoi... Le directeur de publication du journal Alternative qui a révélé cette affaire. Justement. Et lorsque vous entendez ce son, à part les menaces qu'il a adressées à l'endroit du confrère Ferdinand Aïté, M. Yuri nous fait savoir que il a piégé les deux confrères qui aujourd'hui ont été sanctionnés par l'Observatoire togolais des médias. Les confrères qui étaient sur place, qui l'ont approché et à qui il révélait un certain nombre de trucs, ont demandé pourquoi a-t-il procédé de la sorte, puisque rendez-vous compte que le chèque qui a été émis, c'est quand les deux confrères sont allés à la banque pour aller toucher à la somme, les 5 millions de francs CFA. Les 5 millions de francs CFA, que les choses ont chamboulé. Alors, il disait en substance à ceux qui voulaient l'entendre la dernière fois que c'était un piège, entre guillemets. Mais la grande question est de savoir si les tilapias n'étaient pas contaminés, pourquoi le ministre de l'élevage enverrait une lettre dans laquelle il fait signifier aux responsables de la société Andaman que, je le cite, Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous informer que les résultats d'analyse chimique affectés par le laboratoire de recherche de l'université de Lomé sur les tilapias que vous avez importés illégalement de la Chine au Togo révèlent que la chair de ces tilapias contient des résidus de médicaments vétérinaires constituant un danger public, un danger pour la santé publique. Je crois que
le ministre a eu suffisamment d'informations. C'est pourquoi il a envoyé cette lettre au directeur général. Mais ce que nous ne comprenons pas dans cette affaire, c'est la rage des frères Gagou. Parce que, sauf que je n'ai pas toutes les informations, parce que le député Gagou également a proféré des menaces à l'encontre du directeur de publication de l'Alternative. Or, aujourd'hui, juste cette correspondance de l'autorité confirme qu'il y a péril en la demeure. Je ne comprends pas pourquoi les choses se passent au Togo comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure de l'insécurité. Mettons-le en gras. Parce que, au-delà même de ce que les populations togolaises vivent, je voudrais être beaucoup plus clair. Les Togolais meurent des balles assassines de ceux qui sont censés les protéger, les hommes en treillis. En plus de cela, il faut encore déverser ces choses-là. Ces produits avariés pour leur compliquer la vie. C'est-à-dire que les Togolais meurent sous diverses formes dans le pays. Voilà, Léon, rapidement cette affaire, finalement, je ne sais pas s'il faut parler de confusion, mais dans la correspondance lue tout à l'heure par Ildefonse, on comprend que l'autorité signifie que l'importation d'abord de cette marchandise est illicite. Rodrigue, pourquoi n'ont-ils pas pris des dispositions pour rapidement... Rodrigue, je crois que confusion, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puisque la loi qui existe en la matière, elle est claire. L'importation, elle peut se faire jusqu'où? Jusqu'à la mer, jusqu'à l'entrée du Togo. Mais après, il faut passer à la vérification. Et c'est cette vérification qui a été faite par le laboratoire compétent de l'université de Lomé, notamment l'école supérieure des techniques biologiques et alimentaires. Et ce laboratoire, qui est un laboratoire reconnu, compétent, que ce soit dans la sous-région ou même à l'international, a fait son rapport, a sorti des conclusions. Et le ministre, en charge notamment de ce secteur, a pris les mesures qu'il fallait. Alors, moi je pense que nous devons qualifier les actes d'abord qui ont été posés par chacun de ces personnes-là, ou chacune de ces personnes concernées. Parce que le laboratoire a fait d'abord, son travail. Le laboratoire a fait son travail, qui est d'ailleurs remarquable. Le ministre a pris sa décision, qui est tout à fait normale. C'est ce que le ministre devait faire, il l'a fait. Maintenant, nos frères togolais permettez, avant d'évoluer, d'aller un peu plus loin dans la correspondance du ministre, on n'a pas lu quand même que ces cargaisons sont mises sous scellé, sont confisquées pour destruction. Pourquoi ne l'a-t-il pas indiqué dans le courrier? En réalité, parce que on comprend que je vous signifie que vous avez volé et puis c'est fini. Bon, il faut dire que le confrère tout à l'heure a lu juste une portion de la note, de la lettre, pas l'entièreté de la lettre. Puisque, effectivement, des informations que nous avons recoupées, le ministre a bel et bien demandé à la société importatrice de non seulement surseoir à ce qu'elle devait faire, notamment faire la commercialisation de ces produits-là, mais de procéder à la destruction. Ce qui n'a pas été fait depuis plus d'un mois maintenant. Et c'est là le problème. Ça veut dire que là, comme je le disais, nous revenons à la qualification des actes. Le conteneur disparaît ou ne disparaît pas, ou a été sciemment dissimulé. Ça aussi, il faut le dire. Il faut le dire. Et ça, comme je le disais, c'est des actes criminels. Parce que nous ne pouvons pas, au détriment de la santé publique de plus de 7 millions de personnes, vouloir engranger quelques millions. C'est inadmissible dans un pays qui se veut raisonnable et normal. C'est inadmissible. Et ça, je pense que c'est un acte criminel qui doit normalement faire l'objet de poursuites judiciaires. Et ça, la Ligue togolaise des consommateurs hier l'a dit, avec la Ligue togolaise des droits de l'homme. Ils l'ont dit. Il faut que le ministre Agadazi, notamment, qui a pris cette lettre-là, qui a pris cette décision-là d'envoyer une lettre de surseoir et d'exécuter notamment la destruction de ces poissons, de ces tilapias contaminés, qu'il puisse notamment, du moment où l'ordre qu'il a été donné n'a pas été respecté, puisse remettre les responsables de cette société-là
à la justice, pour que la justice puisse désormais faire son travail. Et là, il faut également interpeller le procureur, même si il n'y a pas toujours cette possibilité-là de s'auto-saisir, mais il a quand même des éléments probants qui puissent lui permettre, au nom de la défense, de l'intérêt général, de poursuivre. Et ça, il faut le faire, les auteurs et co-auteurs. Maintenant, par rapport à l'information que Ildefonse vient de nous donner tout à l'heure, c'est vrai, nous l'avons eu le matin, mais on en doutait encore, parce que c'est assez grave. C'est assez grave. D'abord, pourquoi vouloir piéger des gens? Pourquoi vouloir piéger des gens? Si on est sûr que ce qu'on veut faire est totalement légal et licite. Pourquoi vouloir piéger alors des gens? Donc ça veut dire, quelque part, qu'il en avait après ses confrères. C'était le cas. Ou peut-être que c'est son habitude. Un dernier voyage. Ah mais la question elle est là. Et de deux, c'est un acte totalement illicite. Que de remettre un chèque en bois à des gens. Je pense que à ce niveau, même la BCEAO devrait commencer par s'inquiéter. Devrait commencer par s'inquiéter. La banque qui a émettrice donc, du chèque devrait également interpeller le sieur pour lui demander, mais monsieur, vous savez très bien que votre compte n'est pas crédité, mais vous remettez un chèque de 5 millions de francs mais à des gens selon les règles qui régissent le secteur bancaire, c'est passible également de sanctions parce qu'il y a des sanctions qu'on prélève. Bien sûr. Et il y a le droit au ADA qui existe en la matière, qu'il a si bien stipulé dans ses conclusions, dans ses décisions, dans ses instruments. Très bien. Ce sont des actes répréhensibles et il faut sanctionner. Il ne faut pas pardonner. Très bien. On vous a assez compris. Maintenant, venons à nos confrères, à nos deux confrères. Je ne voudrais pas les citer parce que les journaux les citent. Nommément, ce matin, le Mania Libéré a même pris soin de publier l'engagement pris par ces deux confrères. Et c'est à la une du journal. Maintenant, il défonce par rapport au comportement de ces confrères. Est-ce à dire aujourd'hui que la presse est décidée à être complice de ce qu'on peut appeler entre griffes méchanceté, parce que vendre des produits contaminés qui peuvent inquiéter la santé, conduire peut-être à la mort à une population, c'est de l'assassinat. Quelques petites remarques par rapport à ce que le confrère vient de dire. Il a relevé des choses très importantes auxquelles je voudrais donner, ou bien auxquelles je voudrais revenir tout à l'heure. Il a dit, si M. Yuri Gagou n'avait pas une idée noire derrière la tête, il n'allait pas émettre un chèque tout en sachant que son compte n'était pas crédité. Je voudrais lui faire savoir que hier, le son que j'ai eu en tant que directeur de Togo Vision et que j'ai pris soin d'écouter, Monsieur Gagou, Yuri, disait que c'était lui-même qui avait passé la consigne aux banquiers de ne pas payer les deux et qu'en aucun cas son compte était crédité. C'est-à-dire que il y a toujours cette idée de nuisance des confrères. Et comme il vient de le dire, est-ce que c'est la première fois que M. Yuri Gagou se livre à ce jeu malsain? C'est la grande question. Peut-être je vous pose la question autrement. Est-ce que c'est la première fois que M. Yuri Gagou est en train de travailler avec ses deux confrères? C'est la grande question. Je crois, en recoupant les informations, je dois comprendre que ce n'est pas la première fois que tout ce beau monde-là opère de la sorte. De la sorte. Parce que vous ne pouvez pas tomber sur Ildefonse Akwaki à qui vous émettez un chèque de 5 millions pour une première fois pour que j'aille toucher de l'argent parce que il y a du bitos, c'est comme ça nous le qualifions dans la corporation, il y a du bitos et que ne sachant pas que c'est un piège, et je vais m'y lancer parce que j'ai le goût de l'argent, j'ai le goût du matérialisme. Non. Et c'est là où il faut condamner amèrement les deux confrères. Parce que ils ont livré la population, parce que leur rôle d'éducateur et d'éveilleur de conscience, ils l'ont violé. C'est grave, c'est extrêmement grave parce que ces résidus, les analyses
les résultats de ces analyses prouvent à suffisance que les résidus qui ont été analysés et dont les fruits ont été livrés à la presse font état de ce que ces produits sont impropres à la consommation humaine et font l'objet d'une saisie. Vous avez parlé tout à l'heure de la saisie, mais je vous rappelle que le directeur général de cette société, chinois d'origine, avait été interpellé par le commissariat d'Akoresiwa, et que quelques jours après, il a été transféré à la direction centrale de la police judiciaire. Et c'est là où ce qui se passe depuis un moment dans notre pays, le Togo, que nous dénonçons comme corruption, comme chantage et autres, ont intervenu, et on ne sait pas par quelle alchimie le directeur s'est retrouvé en liberté. C'est ce qui est grave, qu'il faut aussi souligner. C'est vrai que le ministre a bien débuté le travail en envoyant cette note à qui de droit. Mais est-ce que le suivi a été ce qu'il faut pour qu'aujourd'hui, qu'on ne déverse pas sur le marché des produits contaminés qui ont des incidences néfastes sur la santé des Togolais? Non. Maintenant, on en vient encore à nos deux confrères. Vous savez que dans la corporation journalistique togolaise, il y a beaucoup de mal qu'il faut guérir. J'en suis un acteur. Surtout, il y a des brebis galeuses qui aujourd'hui Jean, donnent raison à l'autorité de prendre des initiatives. Justement, vous devez vous rendre compte que cette affaire de produits contaminés, ajoutée à tout ce que nous avons observé dans un passé récent où des journaux béninois ont fait état d'un groupe de journalistes togolais qui ont envoyé un message à M. Talon, ou bien à M. Yaïboni, plutôt M. Yaïboni, disant que M. Talon était en train de préparer un coup d'État. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment l'OTM a géré cette affaire. Je ne sais pas comment la HAC, qui est l'institution de régulation de la presse, a géré cette affaire. Alors, comprenez que si on laisse passer ces genres de choses, ajouter à tous ces actes crapuleux auxquels sont confrontés ou posent certains de nos confrères, vous devez vous rendre compte que on doit faire une purge au sein même de la corporation journalistique togolaise. Une purge. Parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes saisi par moment par certains directeurs de sociétés qui vous font la confidence selon laquelle tel confrère, tel directeur de presse m'a appelé pour me dire qu'il a un dossier contre moi et qu'il faut verser telle somme d'argent. Je crois que c'est des choses qui ne sont pas du tout bonnes et dignes. Mon journal a été victime d'un acte aussi crapuleux où quelqu'un est parti. Heureusement que le BITOS n'a pas marché parce qu'un autre confrère qui était avec la directrice de cette société a dit qu'il n'a jamais vu cet homme-là bosser à la Gazette du Golfe. J'ai été interpellé en tant que directeur et puis devant ce spectacle désolant, j'ai dit ce n'est pas ça le rôle premier du journaliste. Parce que le rôle du journaliste, c'est bien d'informer, c'est de sensibiliser, c'est d'éduquer et surtout d'éveiller la conscience collective. Mais si nous qui avions ce statut, nous jetons à la pâture de ceux-là qui veulent d'ailleurs nous voir dans ces situations, c'est extrêmement grave. En tout cas, extrêmement grave. Une dernière question, Léon, autour de ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la décision de l'OTM de suspendre pour 6 mois ses confrères, est suffisant? Suffisant,
Parce que je rappelle, je replante le décor, nous sommes à un moment crucial où toutes les organisations professionnelles de presse élèvent leur voix contre l'initiative du nouveau code pénal en son article 497 qui ouvre les portes d'emprisonnement aux journalistes. Oui, effectivement. À ce sujet, Rodrigue, je voudrais tout d'abord rappeler à nos auditeurs et à toute la communauté médiatique que nous avons aussi des dispositions pénales dans le code de la presse et de la communication. Et ces dispositions pénales vont des articles 75 à 80, je crois. Donc, des articles 72 même à 80. Donc, en ce sens-là, il serait quand même un peu... c'est ce qu'on appelle actuellement de la frioriture. C'est trop de choses pour rien, en réalité. Donc, un autre code pénal ou d'autres dispositions pénales pour les journalistes, pendant qu'il y en a déjà inclus dans le code pénal modifié par la loi de 2004, en réalité, on n'en a plus besoin. Mais non, parlant justement de ces dispositions, il faut dire que ce sont ces dispositions même qui s'appliquent à nos confrères qui se sont fait passer pour... ce que je ne qualifierais pas ici, parce que le comportement, en réalité, laisse à désirer. En réalité, le comportement laisse à désirer, puisque là, nous ne disons plus rien de secret. Eux-mêmes l'ont reconnu devant l'OTM, qui est le tribunal des pairs. L'OTM n'aurait jamais sorti cette décision-là si, entre-temps, eux-mêmes avaient ou n'avaient pas levé une certaine équivoque. Puisqu'on les a entendus, ils ont dit, en réalité, nous levons l'équivoque, tout est clair. Ils ont reconnu les faits. Maintenant, quant à la sanction, est-ce qu'elle est proportionnelle? Je crois que c'est là qu'il faut regarder les choses. Est-ce qu'elle est suffisante? Peut-être pas. Nous, on aurait espéré ou voulu que ce soit un peu plus sévère, pas pour punir en réalité nos confrères, mais pour dissuader à l'avenir ceux-là qui voudraient faire la même chose, ou ceux-là qui sont en train de faire la même chose, comme le disait tout à l'heure le confrère Idelphonse, et pour que ces gens-là puissent cesser immédiatement ces actes malencontreux à l'égard de la presse et à l'égard du citoyen togolais. Parce que lui a besoin de l'information. Voilà un journaliste qui a l'information et qui fait de la rétention d'informations. Or, c'est nous qui nous plaignons tous les jours qui passent. La rétention de l'information est également punie par la loi. Elle est également punie. Or, c'est nous plaignons tous les jours que nous allons vers nos administrations, on ne veut pas nous donner des informations. Même la population à la maison là-bas ne veut pas nous donner des informations. Maintenant, nous-mêmes, on a des informations. Et quelle information, Rodrigue? Soyons sérieux. Information vitale. Une information vitale dont la santé de plus de 7 millions de Togolais en dépend. Et on la garde comme ça, contre 5 millions de francs CFA. Je vous comprends. Nous allons laisser, peut-être que dans les prochains jours, on aura, lui, Idelphonse, lui ajouter quelque chose. Je voudrais ajouter quelque chose à l'article 497 qui est source de polémique aujourd'hui. Vous savez que nous avons toujours dit que tout corps doit avoir une disposition spéciale. Et nous avons le code de la presse et de la communication que nos aînés se sont bataillés à avoir pour nous, qui a été un code dépénalisé et envié un peu partout. Aujourd'hui, avec le vote du nouveau code pénal, tous les acquis et les efforts de ces aînés sont devenus vains. Vains parce que l'article nouveau 497 remet en cause les dispositions du code de la presse en son article 82 qui déjà prend en compte tout ce qu'il y a comme délit de presse. Mais ce que nous ne comprenons pas et qui est encore grave, c'est que le même article 497 met gravement en cause les dispositions, sinon les prérogatives régaliennes de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en ce qui concerne les droits de réponse. Oui, la régulation, les droits de réponse, les démentis, et les règlements à l'amiable. Et pire encore, on l'a dit tout à l'heure aujourd'hui, même si l'OTM s'est permis de faire le travail qu'il faut, il faut dire aussi que l'article 497 lui ôte un certain nombre de pouvoirs. Vous comprenez? Maintenant, pour ceux qui ont opté pour le vote de cet article 497, j'ai dit sur votre plateau la dernière fois ici que
je ne peux pas comprendre que le ministre de la Justice soit un magistrat. Et qu'en tant que tel, il sait très bien que le ministère public, quand il poursuit quelqu'un qui a enfreint une loi, qui a posé un acte qui est contre la loi, ne poursuit pas à partir de la loi spéciale, mais le ministère public poursuit à partir du code pénal. Voilà pourquoi, quand vous prenez tous les juristes, ils vous diront que la loi pénale est d'application stricte. Donc, ce qu'on nous dit, que quand c'est dans le cadre d'un journaliste, il suffit juste que le journaliste montre sa carte de presse et puis le tour est joué, on va le juger à partir du code de la presse et de la communication. Mais c'est un faux problème. Les juristes vous diront, quand vous êtes en face d'un juge, d'un magistrat, il vous poursuit, non pas au nom de votre statut, là, mais il vous poursuit au nom du code pénal. Voilà pourquoi on a dit à un moment donné, monsieur le ministre, mais si tel est le cas, et que le journaliste doit se présenter devant le juge, avec sa carte professionnelle, il vaudrait mieux qu'en droit, qu'on mette l'expression sans préjudice au code de la presse et de la communication. Mais le ministre Rodrigue, un mot. Je voudrais compléter en disant que le code pénal actuel, ou en tout cas le projet du nouveau code pénal, peut intégrer en lui les dispositions pénales du code de la presse. C'est possible. Justement, je le redis autrement. Et j'aimerais repréciser qu'en adoptant une telle disposition, je parle bien sûr de l'article 497, elle vide le code de la communication de toute sa substance. Il faut qu'on le dise aujourd'hui. En tout cas, en matière de dispositions pénales. Elle vide les dispositions pénales du code de la presse de toute leur substance. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Maintenant, j'aimerais lancer un appel à nos dirigeants, notamment au ministre de la Justice qui défend ce projet. Ok, mais c'est lui qui l'a défendu. C'est lui qui l'a défendu devant le Parlement. C'est lui qui l'a défendu. En tant que magistrat, il sait bien ce qui se passe. Il sait bien ce qu'on dit. Et il peut faire la part des choses. Je suis d'ailleurs convaincu qu'il fait bien la part des choses. Mais le politique étant, il prend toujours ses lettres de noblesse devant tout le reste. Donc j'aimerais dire que si tel est qu'ils sont convaincus que cette loi-là n'a rien à faire comme entorse aux journalistes, pourquoi l'adopter alors? Puisqu'il y a déjà une autre disposition. Pourquoi l'adopter? Il faut tout simplement laisser tomber. Moi je dirais, comme il a dit, pourquoi ne pas l'intégrer dans le code pénal? Prendre l'article 82 du code de la presse et de la communication et le ramener purement et simplement. S'il n'y a pas une idée de nuisance des professionnels de la presse. Très bien. On vous a assez compris rapidement. Le temps qui nous est imparti est en train de filer. Nous prenons le vol pour Rwanda, par ricochet, donc circuler tous les aéroports du continent Afrique, donc la mer des continents. La modification des constitutions est devenue comment dirais-je, est devenu, fait la mode, c'est ça, non? Oui, c'est une mode. Voilà, et puis c'est le gâteau le plus partagé entre les pays aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé au Burundi, on a vu ce qui s'est passé en RD Congo. Aujourd'hui, au Rwanda, c'est le Sénat qui autorise Paul Kagame à être candidat en 2017. Et les nouvelles dispositions permettraient donc à Paul Kagame, s'il passait, étant donné que nous avons également d'idées sur ce que représentent les élections en Afrique, il sera président jusqu'en 2034. Pourquoi pas? Avis, réaction, Idelfous? Vous savez, l'Afrique est malade de ses dirigeants. L'Afrique francophone surtout. Il faut avoir le courage de le dire. Lorsqu'on définit la Constitution comme étant la loi fondamentale d'un État, et que cette loi fondamentale définit les droits et libertés des citoyens, ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir
judiciaire, on a mis que la Constitution se situe au sommet du système juridique de l'État dont elle est le principe suprême. En d'autres termes, toutes les constitutions, quelles qu'elles soient au monde, sont le fruit d'une volonté populaire. C'est pourquoi on a toujours tendance d'appeler la population à un référendum, à dire oui ou non à la constitution d'un État. Mais depuis un certain moment, et ça il faut avoir le courage de le dire, que c'est le Togo qui a donné le ton. En 2002, la constitution du 14 octobre 1992, qui est le fruit d'une volonté populaire, a été modifiée par une chambre d'enregistrement. Et c'était l'Assemblée nationale et c'est prévu par la Constitution comme mode de révision. La Constitution, je crois, en son article 144 l'a prévu. Je dis aujourd'hui, et je le répète, qu'une Constitution est le fruit d'une volonté populaire. Voilà pourquoi on appelle la population à dire oui ou non à cette dernière, prise comme telle. Est-ce qu'il faut se cacher dans une chambre? Parce que quelque part, il y a sur le continent africain des assoiffés de pouvoir qui ne veulent pas que le pouvoir leur échappe parce que le pouvoir est succulent, ou alors parce que ceux-là qui l'incarnent depuis un moment, on les met tachés de sang, souillés de sang, qui ne veulent pas laisser le pouvoir, qu'ils veulent mourir au pouvoir. Voilà en fait ce qui se passe. Et aujourd'hui, prenons deux exemples. Le premier, c'est ce que vous venez de dénoncer avec la RDC, ou bien avec le Rwanda. Le Burundi, le Rwanda, RDC. Ce qui me choque dans tout cela, c'est la position de la métropole, de la France. La France qui, dans un passé récent, avait eu du mal avec le président de Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et où, au sommet de l'OIF, il y a eu un différend entre François Hollande et Denis Sassou Nguesso quant au poste du secrétariat général que devait occuper X ou Y, et que le président africain Sassou Nguesso avait proposé, et donc le président français avait lu dans sa tête cette idée-là de mettre quelqu'un là-bas et de faire pérenniser les dictatures dans les pays africains. Et cela avait amené un tas de problèmes. Mais j'ai été très éberlué d'apprendre que le même président François Hollande, quelques mois après, a accepté que Denis Sassou Nguesso triture la constitution de son pays, alors que justement, il y a eu une disposition de cette constitution qui lui fait obligation de ce que l'âge qu'il a là, il ne peut plus briguer un quelconque mandat. Mais vous savez, le mode opératoire aujourd'hui, c'est d'arriver à acheter les députés, c'est d'arriver à avoir la majorité au Parlement, et au nom d'une certaine relecture de la loi fondamentale, on dit on va appeler le peuple à dire oui ou à dire non à quelque chose qu'on a pris le temps de planifier et qu'on soumet à la population. Vous avez vu les conséquences au Congo-Brazzaville? Ce n'est pas bien. Alors, je ne comprends pas pourquoi la France peut donner sa caution à ces pays-là où les chefs d'État qui étaient là, qui ont déjà fait le mandat requis par cette loi constitutionnelle, la France ne leur demande pas de vider le plancher, mais leur apporte une caution qui ne dit pas son nom. Voilà, Léon, le continent africain aujourd'hui, au moment où les autres continents sont
en train de prendre des initiatives pour évoluer, pour émerger. Aujourd'hui, sur le continent africain, nous prenons des initiatives qui mettent à rude épreuve la liberté donc, des peuples, ce qui fait confronter les peuples entre eux. Vous avez vu avec la Centrafrique où les machettes font la loi aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire où Gbagbo est parti en prison, avec Ouattara qui a gagné les élections avec un pourcentage inimaginable. Vous voyez avec la Libye où Kadhafi a été assassiné et puis patati patata. RD Congo, Burundi, n'en parlons pas aujourd'hui, c'est le Rwanda. Alors que le président américain, au cours de l'une de ses visites en Afrique, a laissé entendre que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Alors, aujourd'hui, dans cette histoire de modification constitutionnelle, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique a des institutions fortes? Des institutions fortes? Pourquoi pas? Tout dépend de la situation qu'on prend. Tout dépend de là où on est et on regarde les choses. Donc, je vais parler de l'angle de vue. Nous avons l'Afrique, et l'Afrique est subdivisée en 3 zones, donc en 3 grandes régions. Nous avons la région australe, nous avons la région presque, disons, centrale, donc y compris l'Afrique de l'Ouest, et la région, l'autre région. Donc, disons que lorsqu'on parle d'Afrique du Nord, ce sont des choses qui ne se font plus vraiment. Parce que les gens ont compris. Les gens ont dépassé certaines étapes. La mentalité a changé. Je voudrais dire quelque chose par là. Lorsqu'on parle de l'Afrique de l'Ouest, c'est encore balbutiant. L'Afrique centrale, pareil. C'est pourquoi je les mets dans la même grande région. Et en Afrique du Sud, les mentalités également ont évolué. Ils sont à une autre étape, même si ce n'est pas encore tout à fait ce que l'on voudrait. Vous savez, si je l'ai dit, c'est pour faire comprendre une chose. Tout n'est que mentalité. Tout ne passe que par l'éducation de la masse populaire. Aujourd'hui, les dirigeants africains, de l'Afrique noire principalement, ont compris que le mode de dévolution du pouvoir doit changer. Ils ont déjà maîtrisé la masse populaire. Parce que, tu viens de le dire, nous avons un score de plus de 80% en Côte d'Ivoire, inimaginable. Même si tout porte à croire que c'est une réalité, ce qui s'est passé là-bas. Mais c'était quand même inimaginable avec tout ce que nous on a vu. Vous savez, nous avons fait un déplacement quoique très rapide en Côte d'Ivoire, mais on a quand même pu toucher un tout petit peu du doigt ce qui se passait là-bas. Le score, il laisse encore à beaucoup de réflexions. Donc c'était pour dire que aujourd'hui, la masse populaire étant maîtrisée, ce mode de dévolution du pouvoir est acquis. Maintenant, il faut revoir la question des parlements, puisque de plus en plus, l'opposition commence par comprendre que la politique de la chaise vide, pratiquée dans l'antan, n'est plus d'actualité. Elle n'est pas du tout salutaire et c'est elle qui a permis d'ailleurs à ce qu'on nous garde sous le joug de cette néocolonisation depuis les années 60, 70 ou même 90. Au Togo, on en a vu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour modifier les constitutions ou à l'Assemblée nationale. Sans interroger le peuple. La Constitution, c'est la loi fondamentale, comme l'a dit Delphonse. On modifie d'abord la Constitution, parce qu'on sait que le peuple en lui-même, comme l'a dit Rousseau, ne réfléchit pas. Le peuple en lui-même ne peut pas réfléchir. C'est pourquoi on donne, chaque membre de la population, donc chaque individu donne la parcelle de pouvoir qu'il a à un représentant qu'il choisit. C'est le député. Et à lui maintenant de rassembler toutes les parcelles de pouvoir qu'il a reçues pour agir au nom et pour le compte de ceux-là qui le lui ont dédié. Voilà comment les choses se passent. Ce qui fait que les présidents actuels qui ne veulent pas partir sont, disons, ils ont compris qu'en modifiant la Constitution à leur faveur, déjà à l'Assemblée, tout était acquis, puisque le peuple ne ferait que acquiescer. Le peuple par lui-même ne comprend pas grand-chose. On n'ira pas expliquer une constitution d'une dizaine, d'une vingtaine de pages à ma maman qui est à Djarkmanga ou à Mandouri là-bas. Elle ne comprendrait rien du tout. Elle, quand elle se lève le matin, c'est son marigot, c'est son marché, le champ et autres. Vous voyez un peu ce qui se passe. Combien de Togolais sommes-nous actuellement à être assez instruits pour comprendre les enjeux qui se passent? Vous voyez? Et en Afrique, combien sommes-nous à être assez instruits pour comprendre? Pourquoi je le dis? Parce que des gens sont assez instruits, ils ont même fait des thèses, mais ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe. Des gens, des leaders d'opinion sont là et attendent que bonnement les choses se passent d'elles-mêmes.
Et c'est ce qui encourage ces chefs d'État à continuer. Lorsque nous prenons le cas de Sassou Nguesso, mais ce gars, il est arrivé au pouvoir comment? Et tous nous savons comment il est arrivé au pouvoir. Kagame, il est arrivé au pouvoir comment? Mais comment vous voulez que ces gens-là partent de manière démocratique? Ça va être quand même impossible. Impossible. Et pour couronner le tout, nous avons la mère patrie qui est là, du fond de ses grands intérêts, ses grands enjeux, au travers de la France-Afrique, qu'on dit qui n'existe plus, mais qui existe réellement à travers les groupes comme Bolloré, comme tout ce qu'il y a. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux, très nombreux. Et la France, une chose, Audrey, chaque fois que Hollande voyage, chaque fois que le ministre des Affaires étrangères voyage, même le ministre de la Défense française, Jean-Yves Le Drian, quand il voyage, mais c'est toujours avec une bagatelle de sociétés de production, de fabrication d'armes, et de production de ceci, des entrepreneurs qui viennent. Pas qui investissent en réalité. Non, ils viennent faire quoi? Quand on investit, on sait ce que c'est à travers les fonds. Ce sont les fonds qui permettent vraiment d'investir et de récolter quelque chose. Mais quand une société à but lucratif vient s'installer, en réalité, ce n'est pas pour investir. C'est d'abord pour faire des intérêts. C'est d'abord pour faire des intérêts. En créant de l'emploi, bien sûr. Et au nom de tout ceci, on comprend très bien que la plupart des pays dans lesquels ces problèmes se posent sont des pays qui sont des scandales géographiques ou géomorphologiques. C'est des pays à scandale géomorphologique, puisque dans les sous-sols, ou même rien que dans la croûte terrestre, les forêts et autres sont assez denses, c'est assez de richesse. Et comment les gens vont partir laisser tout ça? Qui désormais, pour gérer ça au nom de la mère patrie? La question, elle est là. C'est la grande question. On vous a assez compris. Alors, une question pour finir rapidement avec ça. Et Alphonse, aujourd'hui, est-ce à dire que le chemin parcouru n'est que vain sacrifice? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que nous disions? C'est ce que tu viens de dire. Parce que la démonstration faite par le confrère tout à l'heure montre à suffisance que moi, je le dis comme ça. Les gens ont une soif terrible du pouvoir. Parce que ils sont parmi ceux qui pillent ce pouvoir-là. Et ayant tout le réservoir de l'État à leur cause, ils ne veulent pas laisser les manettes. Et au-delà de ceux-là qui ont fait main basse sur les richesses des États africains, je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont des mains ensanglantées, qui ont peur qu'un jour l'histoire les rattrape et les amène au tribunal. Vous voyez, c'est tout ça qui fait aujourd'hui que les gens s'accrochent au pouvoir. C'est tout ça qui fait aujourd'hui que la volonté populaire africaine, surtout francophone, n'est plus respectée. Tous ces présidents francophones, présidents africains francophones que nous voyons aujourd'hui, au moins la plupart ne sont pas issus d'une volonté populaire. Il y en a, mais la plupart non. Voilà. Très bien. On vous a assez compris. Il nous reste, je crois, environ 5 minutes. On va parler d'insécurité rapidement. Difficile donc de circuler dans notre cher pays, le Togo, en l'occurrence la capitale, depuis quelques semaines, pas plus tard qu'hier. J'étais quelque part à partir de 19h. Je recevais des coups de fil depuis chez moi parce que comme quoi on avait peur que je sois attaqué sur mon chemin de retour. Ce qui veut dire que c'est très difficile aujourd'hui, Léon. Oui, effectivement, c'est très difficile. C'est très difficile. Fusil, dit-on, artisanal. Et c'est très grave. Et c'est très grave ce qui se passe dans notre pays. Rodrigue, nous ne sommes que 7 millions de Togolais sur le territoire national, environ 10 millions, y compris les Togolais de la diaspora. Et on ne saurait comprendre que dans la seule petite ville de Lomé, l'insécurité soit aussi grandissante. Et ce qu'il faut dire également, c'est que nous constatons, en œil avisé, que ce sont dans les mêmes endroits que ces actes-là sont toujours perpétrés. Alors, à quand la police de proximité? Quand police... Ça a été lancé, je crois que c'est effectif. Aujourd'hui, nous nous posons encore des questions. Hier, nous on a fini de boucler autour de 23h. Je rentrais chez moi à la maison sur ma petite moto
On m'arrête. C'est la torche et je reconnais les soldats en uniforme. Je m'arrête. Mais au même moment qu'on m'arrêtait, il y avait d'autres personnes qui venaient passer, on ne les arrêtait pas. Mais soyons sérieux. Je sais, nous sommes convaincus que ça ne peut pas être systématique. Peut-être que vous avez été un peu peut-être soutenu. Non, je peux comprendre pourquoi j'ai été arrêté. C'est peut-être parce que j'allais moins vite. Parce que ceux qui allaient plus vite sont passés. Et rien ne dit que moi qui allais moins vite, ou au contraire, tout prouve, ou tout porte à croire que ceux qui allaient plus vite, malgré qu'on leur faisait ou non le signe de s'arrêter, pouvaient être ces personnes dangereuses. Vous voyez? Et aujourd'hui, il faut que ce dispositif-là puisse vraiment s'appliquer. Nous avons en référence, même si je n'aime pas toujours prendre ces exemples-là, la France, qui en matière de sécurité est prête à tout investir. Nous avons vu ce matin encore les tirs qu'il y a eu à Paris, dans la banlieue de Paris. Après l'attaque, le président justement, 1500 emplois. Pendant que je venais encore ici, il y avait 3 personnes déjà, 3 assaillants qui étaient abattus, 2 autres qui étaient arrêtés, etc., etc. Donc il va falloir que dans notre pays aussi, surtout dans notre petite ville de Lomé, qu'on puisse le faire. J'étais chez moi à Dapan pendant les vacances, j'y ai fait 2 semaines. Et figure-toi que tout le monde garde sa moto dehors. Personne ne s'inquiète de quoi que ce soit. Pourquoi à Dapan, c'est ainsi? Et à Lomé, on ne peut même pas garer sa moto et être assis à côté. Non, il faut dire qu'on ne peut même pas garer ça à l'intérieur de sa chambre. Même pas. Là aussi, c'est pas même pas. Parce que tu as ta moto à l'intérieur et tu as ta tête sur le siège de la moto. C'est sûr qu'on viendra couper ta tête pour prendre ta moto. Et ça, nous interpellons le ministre de la Sécurité. Nous sommes désolés, mais c'est à lui de prendre cette responsabilité-là. C'est à lui de nous dire, à nous Togolais, désormais et concrètement, qu'est-ce qu'il fait pour que les choses marchent au mieux. Qu'est-ce qu'il fait pour que le Togolais se sente en sécurité? Hier encore, sur les réseaux sociaux, il y avait un message comme ça qui passait comme quoi couvre-feu à partir de 22h. J'ai dit, mais ça c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il va falloir aussi que le ministère mette en place un système d'alerte. Un système d'alerte. C'est parce qu'il n'y a pas un système d'alerte que des gens se permettent de balancer comme ça des messages. Comme nous n'avons plus beaucoup de temps, on va se faire à cela. On en reviendra. Ildefonse, l'insécurité, nous en parlons. Un militaire il a été victime, on a coupé son poignet. Et puis ça veut dire que ceux qui doivent assurer notre sécurité sont aussi en insécurité. Alors qu'allons-nous faire? Le paradoxe dans cette affaire d'insécurité, c'est que déjà le chef de l'État annonçait le 5 juin 2014 sa volonté de la refondation de l'armée. Et le 2 juillet 2014, j'ai écouté le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé, qui disait en substance, je le cite, « La refondation que je vous propose a pour objectif de donner les pleines capacités opérationnelles à nos armées pour leur permettre de mieux assurer la paix, indispensable au développement, à l'équilibre et à la démocratisation de notre pays. Je compte sur chacun de vous et je serai vigilant au comportement de tous, sans aucune faiblesse, dès lors qu'il s'agit de l'avenir de nos compatriotes et de notre cher pays, le Togo. » Fin de citation. Le chef d'état-major général, M. Félix Abalo Katanga, prenant la parole, dit, je cite, « Sachez que cette refondation sera conduite avec fermeté. La nation tout entière vous regardera. Votre comportement doit être gardé sur la seule volonté de servir. » Ces 2 explications que je viens de donner ont été faites le 2 juillet 2014. Je vous dis le 2 juillet. Le mercredi 29 juillet 2014, l'on a fauché le consul libanais en visite au Togo. Oui, dans la zone de Baguida. Dans la zone de Baguida. Jusqu'à ce jour, les enquêtes qui ont été ouvertes n'ont jamais démontré et n'ont jamais connu une suite. Sinon, l'État ou les chefs ou le chef de la sécurité togolaise nous aurait dit
qu'en pleine ville et en pleine journée, des individus armés, puisque le communiqué que le ministère de la Sécurité a publié après, des individus qui ne se sont même pas cachés le visage, ont opéré avec des armes de guerre. On a parlé de AK-47 dans le communiqué. Ils ont opéré comme ça, à bord d'une moto, et ils se sont volatilisés dans la nature depuis le mercredi 29 juillet jusqu'à aujourd'hui. Le ministre de la Sécurité qui disait la dernière fois que quand on ouvre les enquêtes, elles ont été toujours clôturées. Mais la manière, la bonne de faire du ministre de la Sécurité, c'est que lorsque ces enquêtes sont ouvertes et qu'elles sont clôturées, il faut que la population sache ceux qui en sont les auteurs. Les conclusions doivent être publiées. D'abord les conclusions, et que ceux qui ont été auteurs et commanditaires de ces actes-là, qu'on essaie de les mettre hors d'état de nuire. Mais si tel n'est pas le cas, bonjour les dégâts. Chers amis, chers confrères, nous sommes plus que jamais en sécurité. Vous avez parlé d'un message qui est passé sur le WhatsApp et un peu partout. J'en ai reçu aussi. Pas 2, pas 3. Mais le Togo étant ce qu'il est, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde, et c'est sur ces mots donc de Ildefonse Sakpa qui est pris par le temps. Nous sommes obligés ainsi de mettre fin à nos échanges tellement vraiment édifiants. Merci donc à nos invités, Ildefonse Sakpa, directeur de l'agence togovision.com, une agence qui reprend également l'émission Grand Jury sur son site, le www.togovision.com. Merci également à Léon Dunwoog qui est le rédacteur en chef du journal Le Patriote, journal qui est dans les kiosques ce matin. Merci donc à tous les techniciens qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis. Sachez que dans cette vie, si vous faites le bien, vous le faites pour vous. Et si vous faites le mal, c'est également pour vous que vous le faites. Bien de choses chez vous et bonne suite des programmes sur nos antennes et avec nos médias partenaires. Au revoir.